Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct de Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international que nous consacrons aujourd'hui à ce conseil ou cette réunion du Conseil de sécurité qui s'est tenue donc aux États-Unis et qui a tenu hier, plus précisément, une réunion à huis clos sur les développements de la situation au Sahara occidental occupé par le Maroc depuis 1975. Bien sûr, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental et le chef de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la MINURSO. Il s'agit d'Alexandre Ivanko et l'envoyé personnel du secrétaire général Stéphane de Mistura ont présenté chacun de leur côté leur exposé lors de cette session d'information en vertu de la résolution, bien entendu, 2756 adoptée par le Conseil de sécurité le 31 octobre 2024, laquelle a prorogé le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire. Mais rien de bien pertinent n'a hélas émergé de ce huis clos. Retour sur les résolutions qui étaient bien en deçà des attentes des Sahraouis. On va voir pourquoi et de quelle manière tout de suite avec nos invités. Alors pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir Saïd Ayachi, président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui, le CNA-SPS. Bonsoir, merci d'être avec nous. Monsieur Alkhi, merci de votre invitation. Est également avec nous par Skype Kanti Bala, diplomate sahraoui basé en France. Kanti Bala, bonjour. Plutôt bonsoir. Bonjour et merci pour l'invitation. Plutôt bonsoir. Tout à fait. Merci à vous. Alors, pour commencer, monsieur, il faut faire un constat. Alors, hier, il y avait le huis clos du Conseil de sécurité sur le dossier sahraoui. Et puis, bon, résultat, on ne voit rien de vraiment pertinent qui a vraiment aidé ou contribué à avancer. Comment peut-on expliquer, entre guillemets, peut-être l'impuissance de l'ONU aujourd'hui à gérer ce dossier sahraoui? Saïd Ayachi. Deux choses. La première, avec votre permission, je ne vais pas me gêner de nous féliciter pour cette autre victoire diplomatique de l'Algérie au niveau africain. Oui. Vous savez qu'un deuxième candidat de l'Algérie est passé haut la main au niveau d'un organe pivot très important de l'Union africaine, le Conseil pays sécurité, après avoir d'ailleurs éliminé le candidat marocain qui s'est retiré parce qu'il avait 17 misérables voix. Et qui, malgré donc ce revers, a reporté ses voix sur le candidat libyen, mais qui n'a pas tenu face à l'Algérien qui a eu les 34 voix requises. Donc, encore une fois, une victoire éclatante de l'Algérie, mais de l'Afrique aussi, bien sûr, pour servir les idéaux du continent. Et puis, pour répondre à votre question, j'allais dire en toute franchise, peut-être que je m'attendais à pire. Donc, je suis de ceux qui se disent bon, l'orage peut-être est passé. Pourquoi? Parce que je veux tenir compte du contexte international où aujourd'hui, ce n'est plus la force du droit, mais le droit de la force. Et donc, on aurait pu, à Dieu ne plaise, connaître une situation, j'allais dire, beaucoup plus intolérable. Mais décortiquons les choses. Oui, d'abord, vous l'avez dit vous-même, donc cette réunion du Conseil de sécurité se tient à huis clos, donc elle n'a pas vocation de diffuser vers l'extérieur du Conseil. Il y aura bien sûr toujours un fuitage organisé pour qu'on sache un peu les détails de la chose. Ça ne saurait tarder à partir de demain, sinon ce soir. Et puis, il y a donc cette réunion qui est un point de situation sur le dossier du Sahara occidental, comme vous l'avez très bien dit dans votre introduction, après les différentes résolutions, et entre autres la dernière, la 2753. Les principaux émissaires ou responsables de l'ONU dépêchés par le secrétaire général, M. de Mistura, pour la politique et M. Alexandre Ivanko pour la MINURSO, ont chacun fait leur exposé, qui par la suite ont permis à tous les membres d'apprécier la situation, de faire des commentaires et surtout de faire des échanges entre eux plus ou moins soutenus. Et c'est là qu'on a vu, semble-t-il, je parlerai toujours au conditionnel parce qu'on n'a pas la certitude des choses, mais semble-t-il qu'il y a eu
une offensive féroce des États-Unis d'Amérique et de la France en faveur de la position marocaine. La France, Ce qui est c'est Saïd agréable. Ayachi. Juste la France a Saïd Ayachi qui aujourd'hui préside le Conseil de sécurité pour le mois Oui, d'avril. oui, oui. Voilà. Non, elle ne fait que le présider. Voilà, tout à Cela fait. ne lui donne pas forcément Tout un avantage sur les autres membres. Absolument. L'avantage étant beaucoup plus du côté, vous le savez, mais c'est pas pour avril, c'est en octobre, Oui. du côté des États-Unis d'Amérique, qui sont les rédacteurs des résolutions. Oui. Et donc, là où je dis que c'est toujours bon à prendre, c'est le fait que pratiquement ces deux membres permanents du Conseil de sécurité se sont trouvés, si l'expression est juste, quasiment isolés sur le dossier. Pourquoi? Parce que le reste des membres, donc la majorité des membres, peut-être même, il faudra vérifier, l'écrasante majorité des membres, s'est divisé en deux, mais toujours dans le même contexte, dans le même sillage, pour le même objectif. Une partie a dit, d'accord, pour l'autonomie, ça peut être une solution. Ça peut être une solution, pas la seule solution. Oui. Ça peut être une solution, mais il lui faudra un habillage juridique. Il faudra qu'elle découle du droit international. Oui. Il faudra être un très, très, très grand juriste pour trouver, j'allais dire, un habillage juridique à l'autonomie que propose le Maroc, un territoire qui est hors ses frontières. C'est quasiment un non-sens juridique. Et puis, il y a une partie des membres dont fait partie notre pays, l'Algérie, qui dit, écoutez, il ne faut pas aller contre le droit international. Il faut que tous, comme nous sommes, avec la responsabilité qui nous est confiée par la communauté internationale, il faudra qu'on protège et qu'on défende le droit international. Ce conflit qui n'a que trop duré doit connaître sa résolution par le biais du droit international pour que après l'histoire ne nous jugera pas négativement. Et pour arriver à cette fin, d'accord, il faudra que les deux belligérants se mettent d'accord, donc il faudra relancer les négociations entre les deux belligérants. Oui. Et c'est ainsi que M. de Mistura, semble-t-il, aurait été reconduit par le secrétaire général à son poste. Il semblerait aussi, mais là aussi ça reste à vérifier, mais on s'en doutait plus ou moins, que dans les rapports des responsables de l'ONU concernés, c'est-à-dire de Mistura et Ivanko, il a été fait part de leurs soucis, de leurs préoccupations concernant la situation des droits de l'homme au Sahara occidental qu'ils ont voulu partager avec les membres. C'est une première. Oui. C'est quasiment une première et c'est très important puisque de tout temps, les violations des droits de l'homme par les régimes marocains d'occupation ont été dénoncées, ils ont été documentés, ils ont été consignés. Et on a appelé à l'élargissement de la mandat de Minurso qui n'est jamais venu, comme vous le savez, à cause du veto français. Oui. Donc, au total, je crois que, pourquoi je dis que c'est toujours bon à prendre, c'est même bien, ça veut dire que le droit international a encore droit de citer dans la maison de l'ONU, c'est-à-dire que le droit international continue d'être apprécié par la majorité des membres de la communauté internationale, et c'est-à-dire que le droit international reste l'assise la plus sérieuse, l'assise la plus acceptable pour trouver une résolution, pour trouver une solution au conflit du Sahara occidental. Oui, très bien, Saïd Ayachi, ce que vous dites est très étonnant parce que finalement, comme vous le dites, on aurait pu s'attendre au pire quelque part. Oui. Et Dieu sait que ce n'est pas du tout ce qu'on... On y assiste tous les jours. Oui, ce n'est pas ce qu'on désire en tous les cas. Quand Ibala... lors de sa visite, de Stéphane de Mistura, l'envoyé spécial ou l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, a été confronté quand même, et il s'est dit même choqué, il a été peut-être choqué par les tergiversations du Maroc et surtout sa mauvaise foi à vouloir relancer ce dossier, c'est-à-dire ce dialogue et ces négociations pour aller vers un épilogue de cette crise ou de ce dossier sahraoui. Et cela, on l'a perçu même dans les entretiens qu'il a accordés aux médias, où il a dit clairement que effectivement il était plus ou moins choqué et confronté à cette réalité qui était le Maroc qui bloquait toute volonté d'aller de l'avant. Oui, encore une fois, merci pour l'invitation. Et à mon tour, je ne résiste pas à féliciter, comme l'a fait Dr Saïd Ayachi, la diplomatie algérienne pour ses victoires successives au sein de l'Union africaine. C'est très important pour nos idéaux, pour nos combats. Vous savez, c'est
quelque part l'expression du triomphe des idéaux justes que porte l'Algérie et les combats qu'elle mène au sein de l'Union africaine pour une place forte de l'Afrique, une présence de l'Union africaine, un triomphe du droit international. Et j'espère que finalement cette présence forte de l'Algérie puisse quelque part initier un vrai débat, une vraie révolution au sein de cette organisation continentale qui lui permette de mener à bout le combat pour notamment, entre autres, la libération du Sahara occidental. Parenthèse fermée, et pour répondre à votre question, c'est vrai que Staffan de Mistura a été choqué, non pas tout récemment, mais dès le début, dès l'entame de sa mission, quand le Royaume du Maroc l'a carrément empêché d'aller dans les territoires occupés en imposant des conditions invraisemblables préalables à sa visite, et par conséquent, il a préféré ne pas se rendre dans les territoires occupés. Maintenant, il en est à sa 4e visite et à chaque fois, il se rend compte que il est entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité lui demande de pousser les parties à aller à la table des négociations de bonne foi, et en même temps, il est face à un Maroc qui lui dit je n'irai pas à la négociation tant que vous ne reconnaîtriez pas la souveraineté sur le Sahara occidental. Et ce qui est totalement absurde. Si on reconnaissait au Maroc la souveraineté du Sahara occidental, eh bien, il n'y a pas lieu de négocier quoi que ce soit, parce que l'enjeu fondamental de ce conflit éminemment colonial est un enjeu de souveraineté. Le peuple sahraoui est le seul qui est souverain sur ce territoire, de par le droit international évidemment, mais aussi de par la résistance acharnée du peuple sahraoui. Et la seule manière de résoudre cette équation, c'est de permettre à ce souverain unique qui est le peuple sahraoui de s'exprimer librement. C'est l'option référendaire que le Maroc ne veut pas en entendre parler. Et de ce fait, la mission de Staffan de Mistura est de plus en plus quasiment impossible. Et la dernière fois, il semble qu'on a dit par-ci et par-là qu'il allait démissionner. Selon les échos et les rapports de presse par-ci et par-là, il semble que ce n'est pas son intention. Il semble également que la majorité des membres du Conseil de sécurité, y compris les États-Unis et la France, sont encore pour une solution qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Dans ce cas, et si le Conseil de sécurité vote en octobre prochain une résolution qui, dans le cadre du chapitre 6, demande des négociations pour une solution mutuellement acceptable, mais respectant le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination, ça sonnerait la fin de tout ce discours marocain, ce tintamarre marocain ces dernières semaines qui parlerait de l'affaire close, c'en est fini parce que Trump, parce que la France, parce que ceci, parce que cela. Parce qu'au sein du Conseil de sécurité, les membres du Conseil, y compris la France et les États-Unis, auraient voté pour une solution qui respecterait le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Comme l'a dit Dr Ayashi, en dehors du droit international, on ne voit pas comment on pourrait résoudre ce conflit, sauf si à légitimer l'occupation du Maroc, et ça, le Conseil de sécurité n'est pas prêt encore à donner cette concession. Et l'a-t-il d'ailleurs? Est-ce que du mandat du Conseil de sécurité, d'outrepasser les résolutions successives de l'Assemblée générale de l'ONU et de la 4e commission de décolonisation, qui toutes réaffirment année après année le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination? Nous avons devant nous 2 résolutions historiques de l'Assemblée générale qui qualifient l'acte marocain, la présence marocaine au Sahara occidental, comme un acte d'occupation. Elle le déplore,
et il demande sa fin, la fin de la décolonisation. Donc voilà, je pense que le Maroc, contrairement à ce qu'il propage, l'évolution n'est pas en sa faveur et tôt ou tard, le peuple du Sahara occidental accédera à son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination. Il n'y a aucun doute là-dessus. Très bien. Saïd Ayachi, depuis qu'il y a eu ce Conseil de sécurité donc à huis clos, celui d'hier, et bien avant déjà, le Maroc laissait entendre que la position de Washington était claire sur le dossier et que cette position est elle-même capable de trancher sur le dossier sahraoui, à savoir aller vers l'autonomie. D'ailleurs, beaucoup de médias marocains et beaucoup de leurs relais disent que ce qui s'est passé hier, lors de cette réunion à huis clos, est une façon d'aller du côté donc de la proposition marocaine et qu'ils considèrent ça comme une victoire. Que doit-on finalement en penser? Ridicule. Tout à fait ridicule, parce que de toute façon, ça procède totalement de la propagande marocaine qui d'abord résume de façon très réductrice le dossier. Le Conseil de sécurité ne sont pas que les États-Unis d'Amérique. Il y a 15 membres, 14 plus les États-Unis d'Amérique. Si le Conseil de sécurité, j'allais dire, se résumait à la voix des USA, on le saurait depuis longtemps. Oui. Bien sûr qu'ils ont les États-Unis d'Amérique ont le droit d'avoir une position sur le dossier, mais ce n'est pas forcément la position de tout le monde. Je reviendrai, avec votre permission, vous avez posé une question à mon ami Khanti, qui est très importante, je voudrais compléter sa réponse. Vous avez dit, est-ce que M. de Mistura a connu, je l'ai compris en tout cas comme ça, des entraves de la part du Maroc, etc. Mais c'est précisément ça la stratégie du Makhzen. Laissez-moi vous la démonter, cette mécanique. Oui, allons-y. Le Makhzen veut gagner du temps. Il joue la fuite en avant. Pourquoi? Parce que cela lui donne du temps de s'incruster au Sahara occidental pour pratiquer la politique du fait accompli. Pour gagner le temps, il ne faut pas qu'il y ait des négociations. Et pour qu'il n'y ait pas de négociations, il ne faut pas qu'il y ait d'envoyés personnels. C'est comme ça qu'il a découragé tous les envoyés personnels l'un après l'autre, sans aucune exception. Et il a même, avec la complicité de justement certains membres du Conseil de sécurité, il a des manœuvres dilatoires dans le choix du successeur de Crocolaire. On a attendu 28 mois pour pouvoir remplacer Crocolaire. C'est deux ans et quelques pendant lesquels le Maroc a fait ce qu'il a voulu comme colonisateur du Sahara occidental. Oui. Et donc, précisément, de Mistura, c'est cela. Et il résiste, c'est à son honneur. Maintenant, combien de temps il va tenir, on n'en sait rien. Je reviens vers votre question. La solution de l'autonomie est une violation caractérisée du droit international. Maintenant, c'est admis par tous les juristes. Oui. Si on admettait l'autonomie qui viole le droit international, mais alors qu'est-ce qu'il faudra faire de tout ce qu'ont énoncé toutes les juridictions à travers le monde, c'est-à-dire la Cour internationale de justice, qui a reconnu aux Sahraouis le fait de s'autodéterminer. Que doit-on penser du dernier jugement de la Cour de justice de l'Union européenne? Que doit-on penser de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Que doit-on penser du Conseil juridique du secrétaire général de l'ONU? Si jamais on adopterait l'autonomie qui viole le droit international, ça veut dire que toutes ces juridictions ont fait faux. Oui. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il faudra revenir vers le droit international qui, nous l'avons dit plusieurs fois, est le soubassement des relations internationales et le seul instrument qui garantisse la paix et la sécurité à travers le monde. Et par conséquent, ils sont tenus. Et d'abord, les membres permanents en premier. C'est là tout le reproche d'Algérie, le reproche qui est fait aux membres permanents du Conseil de sécurité qui rejoignent la position marocaine. Ils ont cette responsabilité de défendre et de protéger le droit international. Et par conséquent, il faudra bien revenir vers le droit international. Et cela, c'est, j'allais dire, la position forte, pérenne du peuple sahraoui qui ne cessera de revendiquer ses droits.
Il y a quelque chose qui quand même donne froid dans le dos depuis certains temps. Déjà, la question Saïd Ayachi avait émergé dans les années 2014 et puis bon, ça a été un petit peu périodique. L'idée revenait puis repartait parce qu'elle ne trouvait pas d'écho et qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a donc l'administration Trump et maintenant que Trump est de retour, l'idée est également de retour avec ses sénateurs, à savoir que depuis quelque temps, quelque chose se trame contre le Front Polisario. Le Front Polisario, donc, si vous voulez, la résistance sahraoui tout court, où on voudrait aujourd'hui classer le Front Polisario. La question se pose à Kantibala et je reviens ensuite vers vous, Saïd Ayachi. Je sais que vous me regardez avec des yeux, vous avez tellement de choses à dire. Et donc, des choses comme ça, finalement, Kantibala, est-ce qu'on a des raisons aujourd'hui, ou est-ce que le Sahara occidental a des raisons d'avoir des inquiétudes lorsqu'on voit, par exemple, des sénateurs comme Marc Rubio ou Wilson en train de faire des projets pour inscrire le Front Polisario dans la liste des groupes terroristes. Cela pourrait être, je dirais, un coup vraiment fatal pour la lutte du peuple sahraoui. Si tel était le cas, bien sûr. A-t-on des raisons de craindre, finalement? Marco Rubio, c'est le secrétaire d'État. Donc, il n'y a rien qui a indiqué que l'administration Trump se dirigeait vers cela. L'autre sénateur, Wilson, effectivement, il avait l'intention de proposer une loi pareille. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après la souveraineté divine vient tout de suite et immédiatement la souveraineté des États. Chaque État considérerait ce qu'elle voudrait en matière de relations internationales. Si les États-Unis considéraient le Front Polisario comme une organisation terroriste, je pense la majorité des gens qui connaissent la lutte du Front Polisario comprendraient qu'ils auraient pris une très mauvaise décision. Ils ont pris une fausse route parce que l'histoire est là et rappelle que la lutte du Front Polisario a été des plus régulières et des plus honnêtes. Le Front Polisario n'a jamais attaqué le Maroc à l'intérieur de son propre territoire alors qu'il aurait pu le faire et alors que le droit lui permettait de le faire. Quand on colonise un pays, quand on va au-delà de ses frontières, ça veut dire qu'on met en balance son propre territoire, on met dans la balance son propre territoire national. Le Front Polisario, depuis toujours, depuis 1975, a limité ses combats contre l'armée marocaine dans le territoire du Sahara occidental. Il ne s'est jamais attaqué à des civils, ni dans le Sahara occidental occupé, encore moins dans le Maroc et encore plus à l'extérieur de ces frontières-là. Alors, sur quelle base un tel État pourrait qualifier le Front Polisario d'organisation terroriste? En plus, nous n'avons jamais été de fréquentation avec d'organisations notoirement connues comme étant des organisations terroristes. En fait, tout cela provient d'une propagande marocaine depuis quelques années qui voudrait associer le Front Polisario à des actions terroristes. Et bien entendu, tous les lobbies payés par le Maroc, rubis sur l'ongle, propagent le même discours. Mais cela ne saurait tromper ni les observateurs avertis, et encore moins les États. Le Front Polisario est un mouvement de libération nationale. Sa résistance est légitime, elle est légale, y compris la résistance armée, et cela ne lui a jamais été reproché par qui que ce soit. Saïd Ayachi, comment expliquer cette cabale justement contre le Front Polisario qu'on veut absolument mettre, si vous voulez, dans la catégorie de groupes terroristes? Comme ça, on croit peut-être en finir avec la cause sahraoui. Vous l'avez dit vous-même, ce serait un coup très dur, bien sûr, pour le Front Polisario, mais pas que. Mais on sait qui est derrière cela, c'est le lobby sioniste et le lobby pro-marocain, par conséquent, qui agite certains membres du Congrès pour aller vers cette extrémité. Vous savez que c'est parti, je ne sais plus dans quel sens, du Congrès vers le Washington Post ou du Washington Post vers le Congrès. En tout cas, c'est un article du Washington Post qui a révélé les choses.
Moi, je suis de ceux qui sentent. L'idée se trame. Hein. Je sais, oui, c'est une histoire ancienne. Vous voulez que je vous dise quelque chose, peut-être, oui, allez-y. qui aurait l'air d'un scoop. Les hordes terroristes qui ont sévi en Algérie dans les années 90, de connotation islamiste, je dis, pas islamique, islamiste, sont partis voir les Sahraouis pour leur dire si vous revêtez le costume du djihadisme, on va vous aider à vous libérer du Maroc. Oui. Et les Sahraouis ont refusé. Parce que les Sahraouis, c'est un peuple libre, c'est un peuple équilibré, c'est un peuple authentique. Je reviens vers... Brièvement, monsieur. Oui, très brièvement. Vous savez, on n'a jamais trouvé un Sahraoui dans les bandes terroristes. Jamais on a trouvé ce truc. Et puis, le Front Polisario est représenté dans toutes les capitales du monde. À Washington, il y a un représentant du Front Polisario. Les juridictions ont reconnu la représentativité et la respectabilité du Front Polisario, la Cour marocaine, etc. Et donc, comment voulez-vous que tout d'un coup, du jour au lendemain, le Front Polisario est une organisation terroriste? Il faut être sérieux. Si c'est parce qu'on dit que le Front Polisario aurait, je sais que ce n'est pas vrai, aurait des relations avec l'Iran, mais alors beaucoup de pays dans le monde seraient traités au titre de l'extraterritorialité des lois américaines. Très bien, monsieur Ayachi. Je sais que je vous ai un petit peu frustré dans le développement de votre idée. Merci en tous les cas d'avoir exposé. Et puis, on reviendra sur ce dossier et sur cet aspect plus particulièrement. Je rappelle que vous êtes président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui du CNASPS. Et merci également à Kanti Bala, diplomate sahraoui basé en France. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.